Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'inauguration d'une nouvelle playlist sur cette chaîne. Vu le nombre d'histoires que j'ai pu découvrir, je me suis dit qu'un petit thème réincarnation pour les vidéos serait peut-être intéressant et intéresserait donc certains d'entre vous. Nous allons donc commencer et inaugurer cette nouvelle sorte de vidéo avec l'histoire de Ma Tin-Hong Myo, qui serait la réincarnation d'un soldat japonais. Mais bien sûr, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre peut-être une petite boisson, quelques petites choses à grignoter. Bref, toujours mettez-vous dans la position la plus confortable, que vous soyez en train de faire quelque chose ou que vous regardiez cette vidéo. Le principal, c'est que vous soyez à votre aise. Si c'est le cas, eh bien, je vais pouvoir vous en dire plus sur cette réincarnation. Dites-vous tout d'abord, la personne qu'elle est censée réincarner, c'est une personne qui a vécu la guerre. Une guerre qui a bien sûr façonné les hommes dans le bon comme dans le mauvais sens. Elle a laissé des cicatrices, puisque nous parlons de la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, tout comme la première d'ailleurs, vous me direz. Et certains vont inscrire leur nom dans l'histoire bien involontairement comme tous ces soldats morts au combat. Mais au final, que reste-t-il de tous ces soldats qui malheureusement nous ont quittés? On pense toujours, et beaucoup d'entre vous, je pense, que quand arrive la mort, cela veut dire la fin de l'être. Parfois, une partie plus minime pense à ce que nous avons évoqué, la réincarnation, c'est-à-dire un nouveau commencement de vie. Sachant que dans la réincarnation, bien sûr, vous oubliez vos vies antérieures. Dans une explication rapide, que je vais bien sûr dérouler un peu plus tard, dans cette vidéo, nous allons évoquer l'histoire d'un soldat japonais qui est tombé sur le champ de bataille et qui a vu donc son existence totalement brisée en un instant. Pourtant, il est arrivé quelque part, dans un coin de Birmanie, pas très loin de là où il a laissé la vie, que quelque part une partie de lui-même soit encore là. Cette partie de lui-même, elle s'est retrouvée non plus dans ce soldat, mais dans une jeune fille fragile, innocente, originaire de Birmanie, du nom de Ma Tin-Hong Myo. On dit souvent que les enfants sont plus sensibles à se souvenir de leurs anciennes vies, puisque on leur a pas encore inculqué tout ce que fait la société et qui nous met au fur et à mesure dans des cases, pour faire simple. Et ils sont donc plus ouverts à ces souvenirs quelquefois qu'ils ont de leur vie passée. C'est ce qui arrive avec notre histoire. Cette jeune femme, qu'on va appeler Ma Tin, elle vit dans un petit village isolé, tranquillement, mais elle a le petit truc en plus qui fait qu'elle va intriguer les gens. Elle raconte qu'elle est la réincarnation d'un soldat tué pendant la guerre. Cela va monter jusqu'aux oreilles d'un chercheur du nom de Ian Stevenson, qui est même professeur, et il veut, grâce à elle et avec d'autres rencontres qu'il fera aussi, prouver qu'il y a bien une vie après la mort. Il va donc venir des États-Unis jusqu'en Birmanie pour écouter ce qu'a à lui dire cette jeune fille. C'est ce que nous allons évoquer dans cette vidéo, cette histoire qui pourrait sembler improbable pour certains, mais dont beaucoup d'enfants, de plus en plus, devrais-je dire, intriguent par le détail donné de choses qu'ils ne pouvaient pas savoir et qui pourtant, lorsque l'on peut le confirmer, deviennent des détails très troublants. Est-ce que, après avoir entendu son histoire, vous allez croire en la réincarnation ou pas? Peut-être espérez-vous et croyez-vous déjà en la réincarnation? Sommes-nous une âme qui va de vie en vie et d'identité en identité? C'est une possibilité qui est évoquée avec ces histoires de réincarnation. Nous allons maintenant nous intéresser plus précisément à l'histoire de Ma Tin. Mais avant de nous intéresser à l'histoire de Ma Tin, il faut bien sûr évoquer l'histoire de celui dont elle dit être la réincarnation, c'est-à-dire ce fameux soldat japonais dont nous n'avons pas le nom. Apparemment, cette réincarnation serait assez connue. Je ne peux pas vous dire
tout ce qu'il y a à dire dessus, puisque le professeur Ian Stevenson, qui a fait des recherches sur ce cas, a fait énormément de recherches. Il a fait aussi des recherches à part. En tout cas, je vous mettrai un lien de où j'ai pu puiser un peu toutes les informations que je vais vous dire dans cette vidéo, qui seront un peu plus raccourcies pour que ça soit un peu plus digeste, si l'on peut dire, puisque vous connaissez ma propension à me laisser un peu aller facilement pour dire des choses. Du moins, j'espère que ce sera plus digeste pour vous que le pavé que j'ai pu lire à l'origine sur cette histoire. Donc, comme je le disais, allons à la base de cette histoire. La base de cette histoire, c'est un village en Birmanie qui est secoué 2 fois par jour par les avions chasseurs bombardiers qui viennent des Alliés. La plupart du temps, c'est calme. Mais malheureusement, on n'oublie pas que nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et un soldat japonais qui était là et qui avait été donc affecté à stationner en Birmanie va profiter d'un de ces moments de calme entre 2 bombardements pour essayer de se préparer un repas. Il va prendre un petit tas de bois, faire ce qu'il faut pour allumer un petit feu tranquillement pour essayer de faire chauffer quelques petites choses à manger en espérant qu'il soit à l'abri. La majorité du temps, à cause de la guerre, les habitants vont se cacher dans la forêt, là où ils ne sont pas vraiment visibles, et ils rentrent souvent chez eux que la nuit, là où les bombardements n'ont pas lieu. Ce soldat, apparemment, soit ne savait pas la coutume, soit se sentait à l'abri sous un arbre, je ne sais pas. En tout cas, à ce moment-là, ce soldat solitaire est totalement en sueur à cause de la chaleur humide qu'il y a à ce moment-là en Birmanie, qui n'a rien à voir avec le temps qu'il pouvait faire au Japon. Il va faire son repas et à un moment il va entendre quelque chose qu'il aurait préféré ne jamais entendre. Un bourdonnement. Ce bourdonnement au départ il est très faible. C'est comme le bruit d'un moustique. Puis ce bourdonnement va s'amplifier et devenir assez menaçant. Là il comprend que un avion est dans les parages et il se précipite comme il peut pour se cacher derrière un tas de bois qu'il y avait pas loin. Il pensait que cela pouvait lui offrir une certaine protection, mais malheureusement, il a réagi trop tard. Il aurait dû, dès le départ du bruit, sauter pour se cacher, puisque son temps de réaction lui a malheureusement coûté la vie. Il sera aspergé de balles et il tombera sous un grand acacia, mort. Son corps va être là dans la chaleur, mutilé, couvert d'insectes. Selon les croyances spirituelles locales, on pense qu'il y aurait plusieurs parties d'un être, c'est-à-dire la partie corporelle et une autre partie de ce soldat qui serait la plus importante selon cette croyance, qui se serait libérée peu après que la première balle fatale l'ait transpercé et tué. Et cette âme se serait retrouvée 30 ans plus tard, toujours en Birmanie, dans une petite fille du nom de Matin Ang Myo. Ce que je vais vous raconter là est en partie ce qu'a pu rapporter Ian Stevenson de ses entretiens avec cette jeune fille. Donc on a majoritairement 3 personnages principaux dans cette histoire. C'est bien sûr Ian Stevenson, le scientifique américain, un interprète, puisque la jeune fille birmane ne parle pas l'anglais, et Matin, donc cette jeune fille birmane, qui se dit être la réincarnation du soldat japonais dont je vous ai raconté l'histoire un petit peu avant. Lorsque Ian Stevenson voit pour la première fois Matin, il est surpris puisqu'elle est habillée de vêtements au final très masculins et très amples. Elle a les cheveux courts, elle porte un lungi à carreaux qu'elle noue sur le devant. Alors normalement vous avez la photo de ce qu'est un lungi dans la tradition birmane en photo d'illustration. Voici ce que nous pouvons savoir donc sur cette histoire. Tout d'abord sur la naissance de Matin. Ses parents vivent en Birmanie, ils n'ont pas changé, même depuis la naissance de Matin, ils étaient déjà là. Sa mère, c'est Do Hai Tin. Pendant la guerre, elle s'était liée d'amitié avec un cuisinier japonais. Après la guerre, les Japonais vont quitter le territoire et la vie va reprendre son cours normal, ainsi que la vie des parents de la future Matin. C'est alors que Do va tomber enceinte. Ce sera son 4e enfant, et cela s'est déroulé en 1953. La grossesse va se dérouler plutôt pas mal et Do avait un rêve qu'elle faisait assez régulièrement, dans lequel elle revoyait ce fameux ami cuisinier japonais qui lui disait qu'il reviendrait auprès d'elle. Le 26 décembre 1953, Matin voit le jour.
C'est un bébé en parfaite santé et elle a une marque de naissance sur l'aine. L'enfant va grandir et plus elle va grandir et comprendre le monde en quelque sorte, plus elle va vouloir rester chez elle et ne pas se sociabiliser, ne pas vouloir aller vers les autres. Cela a commencé un peu à se faire poser des questions à tout le monde, puisque généralement une enfant, c'est assez curieux, ça a plutôt tendance à vouloir découvrir, parler avec les autres. Elle était tout le contraire. Mais plus elle grandissait, plus elle racontait des choses précises. Elle disait qu'elle voulait retourner chez elle, au Japon. Cela leur sembla bizarre, puisqu'elle était 100% birmane. Pourquoi voulait-elle aller au Japon? En plus, lorsqu'elle évoquait ce fait de vouloir retourner au Japon, elle décrivait même la maison que, selon elle, elle avait au Japon. Elle parlait de sa famille, de différents souvenirs qu'elle avait eus là-bas. Elle avait surtout une peur irrationnelle des avions. À chaque fois qu'elle entendait un avion qui survolait la maison, elle était au bord des larmes. Grandissant encore un petit peu, elle va commencer à décrire l'emploi qu'elle avait, les vêtements qu'elle portait le jour de sa mort, et même la façon dont elle serait morte. Elle prétendait être la même personne avec laquelle sa mère s'était liée d'amitié autrefois, c'est-à-dire le fameux cuisinier japonais qui était donc soldat stationné en Birmanie pendant la Seconde Guerre. Mathilde se souvient clairement qu'elle était un cuisinier dans l'armée japonaise et qu'elle se trouvait à proximité d'un tas de bois de chauffage lorsque les Alliés avaient à ce moment-là attaqué. Elle était alors partie se mettre à l'abri, mais des balles tirées depuis l'un des avions l'avaient touchée dans la région de l'aine. Cela apparemment expliquerait cette marque de naissance qui serait donc cette ancienne blessure. Et en même temps, ça explique sa phobie des avions si ce qu'elle raconte est vrai. En plus, elle est capable de donner des descriptions précises lorsqu'on lui demande à quoi ressemblait l'avion qui lui avait tiré dessus et donc causé sa mort. Elle affirme aussi qu'elle était un homme dans sa vie antérieure. Elle va parler de l'attaque du village par cet avion et de sa fonction de cuisinier pour l'armée, de plusieurs choses qu'elle aurait vécues et qui, au fur et à mesure des études faites par Ian Stevenson, vont se révéler être vraies. Je ne peux pas vous dire, comme je vous l'ai dit, toute l'enquête de Ian Stevenson là-dessus, mais on va essayer de faire le plus détaillé, mais en même temps le plus court possible, ce qui n'est pas évident. C'est là qu'entre en jeu notre troisième personne, donc après la mère et Mathilde, c'est le scientifique Ian Stevenson. La première fois qu'il a pu rencontrer Mathilde, donc lorsque la fameuse histoire de réincarnation lui est venue et qu'il a voulu connaître la jeune fille, celle-ci avait alors 19 ans. Il a surtout été intrigué par la façon dont elle se présentait. Elle était stoïque, elle avait un visage dur, elle se comportait ouvertement de façon masculine. Sur la seule photo qu'on a qui a été publiée d'elle, elle se tient entre un de ses frères et une de ses sœurs. Et bizarrement, elle se tient et est habillée de la même manière que son frère, alors que normalement, étant une fille, elle devrait plutôt ressembler à sa sœur. Mais ce n'est pas le cas. Et il va remarquer, lorsqu'il va la rencontrer, que c'est quelque chose qui est totalement naturel chez elle. Elle ne se force pas à être masculine. C'est ce qu'elle ressent, être. Le scientifique va alors demander à Mathilde des détails sur ce fameux japonais qu'elle décrit comme être mort près de l'endroit de là où elle vit, plusieurs dizaines d'années auparavant, et avant même sa propre naissance. Elle va lui raconter ce qu'elle a déjà raconté à ses parents, des faits sur la vie du défunt, que normalement elle n'aurait pas dû connaître puisqu'ils n'avaient aucune relation entre eux. Au début, on aurait pu penser tout simplement qu'elle croyait avoir vu une vie antérieure, qu'elle s'était imaginé tout ça. Donc ça commençait un petit peu à être assez dangereux ce qu'elle faisait selon Ian Stevenson. Mais il va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle va lui raconter l'histoire de ce soldat japonais que à aucun moment elle n'a eu besoin de réfléchir plus que ça pour raconter sa vie. C'était comme si c'était elle, le soldat, qu'elle racontait ce qu'elle avait vécu. Pour elle, il n'y avait aucun doute, elle était ce soldat japonais cuisinier dans l'armée japonaise, et donc la réincarnation d'un homme qui avait été, à cette époque bien sûr, comme vous vous doutez, fauché dans la pleine fleur de l'âge par les balles de l'avion bombardier. Mathilde s'habille toujours de la même façon. Elle reste toujours cette jeune femme aux cheveux courts, aux vêtements amples, et elle va répondre avec entrain, sans appréhension aucune,
aux questions que va lui poser Ian Stevenson pour en savoir un petit peu plus et faire des recherches et voir si ce qu'elle raconte est vrai ou non. Il y a un seul moment où elle va changer d'attitude et perdre cet entrain. C'est à un moment où elle va venir regarder le scientifique droit dans les yeux et elle va lui faire une demande assez bizarre et assez choquante pour une jeune femme de 19 ans. Elle va lui expliquer très clairement qu'elle ne se sentait pas à sa place où elle était. Elle détestait la chaleur de la Birmanie, elle n'aimait pas la nourriture épicée de sa région et surtout, elle ne correspondait pas du tout au rôle que sa mère, son père ou que les autres membres de son village voulaient qu'elle soit, attendaient d'elle. Elle ne voulait pas porter de vêtements de fille, elle préférait donc s'habiller comme son frère, avoir les cheveux courts. Elle ne voulait pas jouer avec les autres filles. Elle, c'était plutôt jouer à la guerre avec des fusils, bien sûr, joués. Et pour une fille, c'était une demande qui était assez inhabituelle dans leur communauté et dans la culture birmane. Ian Stevenson va leur apprendre que cela a commencé assez tôt dans la vie de Mathilde. C'est à l'âge de 4 ans, alors que celle-ci se promenait avec son père, que Mathilde va voir un avion passer au-dessus d'elle. À ce moment-là, elle va littéralement reculer de terreur et se mettre à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Son père va essayer de la consoler, mais elle n'en démordait pas. Elle lui disait « Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison ». Chaque fois qu'elle entendait un avion passer au-dessus de chez elle, ou au-dessus d'elle lorsqu'elle se baladait, elle tombait en pleurs et elle voulait se réfugier au plus vite chez elle. Son père a voulu comprendre pourquoi elle était tant effrayée par les avions. La réponse de la jeune fille à 4 ans a été que les avions allaient lui tirer dessus. Son père, sur le coup, il a pas vraiment compris puisqu'on était au tout début de sa possible histoire de réincarnation. Donc il lui a dit que c'était bête, que les avions n'allaient pas faire ça. Elle lui aurait répondu « On m'a tiré dessus et on m'a tué ». Elle est vite devenue quand même une sensation dans le village de Haute-Birmanie dans lequel elle vivait, puisque fatalement, vu que nous sommes dans une culture assez précise, voilà, les hommes sont de telle façon, les femmes sont de telle façon, le fait qu'elle ne se conforme pas à cette société birmane va attirer l'attention sur elle. Alors au début, c'est surtout de l'embarras et de la honte. Et au final, ce qu'elle dit avoir vécu ne sera plus de l'embarras et de la honte pour elle, mais c'est autre chose qui va remplacer cela, c'est le mal-être, puisqu'elle va se sentir mal dans son propre corps. Elle va être envoyée de l'école à 12 ans, puisque, comme cela l'exigeait malheureusement, elle ne s'habillait pas comme une fille. Et lorsqu'elle a eu ses premières règles à 15 ans, elle était totalement désemparée, elle ne comprenait pas pourquoi elle devait subir ça. Puis après ces petits indices qu'elle va distiller au fil des années, un jour Mathilde va clairement raconter à ses parents ce que je vous ai dit et qu'elle dit être son histoire, qu'elle avait déjà vécue en tant que soldat japonais. Le soldat dont elle parlait, selon elle, venait du nord du Japon. Il était marié et il avait des enfants. Il avait malheureusement dû les laisser derrière lui pour aller servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Toujours selon ce qu'elle raconte, il avait été stationné dans leur village en tant que cuisinier de l'armée environ 30 ans auparavant. Un jour, ce soldat avait fait un petit tas de bois pour faire un feu près d'un acacia. Au-dessus de lui, un avion allié à 2 queues a viré et a plongé directement vers lui. C'est alors qu'une pluie de balles de mitrailleuse va le cribler à l'aine et le tuer. C'est à partir de ce moment-là, au moment où ses parents vont être au courant de son histoire, que Mathilde va clairement demander à sa famille de rentrer chez elle. Mais cette fois-ci, pas le chez elle, sa maison en Birmanie, chez elle, au Japon. Elle voulait, toujours selon ses dires, retourner auprès de ses enfants. Elle était même tellement motivée qu'elle a ajouté à ses parents que s'ils ne voulaient pas l'emmener au Japon, eh bien, lorsqu'elle serait grande, c'est elle qui irait là-bas toute seule. Ses parents ont quelque part été assez formidables sur ce point-là et au lieu de faire taire leur enfant et de la prendre pour une fille bizarre, ils vont l'écouter attentivement. Et ils vont même sembler comprendre, au vu de comment elle raconte les choses, les détails qu'elle donne, le fait qu'elle ne réfléchit pas plus que ça, ils comprennent que ce qu'elle raconte n'est pas son imagination, c'est pas une histoire inventée. De son côté, Mathilde, depuis qu'elle a pu raconter son histoire à ses parents, elle ressent clairement un soulagement. Comme si une soupape de pression s'était libérée d'un seul coup. Ce qui lui arrivait commençait à avoir un sens, plus seulement pour elle, mais même pour sa famille. Ce qui a fait que ses parents ont encore plus cru
ce que disait leur fille, c'est que l'arbre que décrivait Mathilde, ce fameux acacia, où, comme elle le dit, elle serait morte dans sa vie antérieure, se trouvait à environ 75 mètres de là où ils habitaient. À partir de ce moment-là, la famille va donner à Mathilde le surnom de Japangi, qui signifie donc le japonais par rapport à son histoire. Ce qui était important pour elle, maintenant qu'elle a pu dire son histoire et que pas mal de preuves ont plutôt fait penser qu'elle racontait la vérité, eh bien depuis, les membres de sa famille ainsi que les autres habitants du village vont arrêter de la harceler comme ils le faisaient avant pour qu'elle se comporte comme une fille, qu'elle soit bien dans la société comme une fille devrait l'être, etc. Et elle a pu ainsi librement commencer à s'habiller et à agir en accord avec son identité qui pour elle était donc être un homme. Même ses amis ont commencé à comprendre ce qu'elle ressentait et ont commencé à s'adresser à elle en l'appelant Ko, qui est l'expression honorifique masculine. C'est elle qui a décidé d'ajouter Mio à la fin de son propre nom pour justement que ça fasse un nom plus masculin. Malgré toute cette histoire et cette vie antérieure, son but n'était vraiment pas, comme on pourrait le penser, de faire tourner les choses autour d'elle, d'être connue, de se faire remarquer ou je ne sais quoi d'autre. Non, son caractère, la façon dont elle vivait, c'était tout le contraire. Mathilde, elle préférait rester vraiment invisible. Si on pouvait ne pas la remarquer, c'était là qu'elle se sentait le mieux en fait. Ça ne l'a pas empêché quand même de bien vouloir recevoir Ian Stevenson, la première fois qu'il est venu donc à ses 19 ans, et il va même revenir une seconde fois pour essayer d'en savoir encore un peu plus et d'approfondir ce qu'il va vouloir écrire sur cette rencontre et d'autres rencontres sur des autres histoires de réincarnation. Pour elle, Stevenson, c'était un grand occidental râblé, vêtu d'un tweed et chaussé de chaussures Oxford marron. Il est revenu la voir en 1975. Maintenant, il connaissait et savait où il devait aller pour aller la trouver. Au début, même si elle était assez encline à répondre aux questions et ne voyait pas d'inconvénient, elle était juste un petit peu intimidée en fait par cet inconnu qui s'intéressait tant à elle, comme je vous le disais, elle qui est plutôt d'un naturel qui préfère être dans son coin, ne pas se faire remarquer et qui se retrouve avec une histoire aussi grosse que celle-là et qui fait interroger et même encore aujourd'hui, les cas de réincarnation, faut beaucoup s'interroger les gens. Donc c'était assez intimidant pour elle et c'était pas vraiment dans son caractère d'accepter comme ça facilement des visites de gens et je dis peut-être des bêtises puisqu'il y a beaucoup d'informations sur ce sujet mais je n'ai vu surtout en majorité que l'intervention de Ian Stevenson à ses côtés. Donc je crois bien que elle s'est faite toute petite et à part Ian Stevenson, je ne pense pas qu'elle a dû parler à beaucoup de gens de cette histoire de réincarnation. En fait, quelque part, Mathilde voyait en Yann une sorte de source d'espoir, puisque même si les autres ont commencé à croire ce qu'elle racontait, accepter qu'elle s'habille en homme, etc., croire quelqu'un ne veut pas forcément dire comprendre ce que la personne ressent. Et depuis, malheureusement, la seule personne qui la comprenait, qui était son père, il était décédé. Donc elle se retrouvait un peu toute seule avec des gens qui l'acceptaient telle qu'elle était, qui croyaient son histoire, qui croyaient à sa vie antérieure, mais qui ne comprenaient pas totalement les sentiments qu'elle avait par rapport à celle-ci. Stevenson, en fait, était un petit peu une sorte de bouée de sauvetage, si on peut dire cela comme ça. Même si d'apparence, comme ça, Ian Stevenson, il est assez clinique et obsessionnel, c'est-à-dire que il n'est pas venu là dans le but absolument de faire croire en la réincarnation. Son but, c'est vraiment de faire des recherches professionnelles sur le cas, de faire les choses bien et pas juste vouloir faire sensation dans la presse américaine, quoi. Et au lieu de faire fuir Mathilde, quelque part, le fait d'être assez carré, le fait de poser des questions assez claires, d'aller faire ses recherches pour voir si ses dires sont vrais ou non, s'il y avait bien des avions qui ressemblaient à ça, etc., etc., ça aurait pu énerver Mathilde, mais non, au final, celle-ci va s'attacher au professeur à force de lui parler et elle va avoir l'impression que lui aussi, quelque part, va un petit peu la comprendre, peut-être pas autant que son père, mais elle a trouvé en lui, quelque part, depuis la mort de son père, quelqu'un pour l'écouter, pour
raconter ce sentiment d'enfance perdue, la douleur par rapport à la vie qu'elle avait eue, qu'elle n'a pas vraiment réussi à surmonter jusque-là. Ils se sont même rendus compte au fil de leur discussion qu'ils avaient des points communs et qu'à leur manière, ils étaient tous les deux des parias de la communauté. Elle, dû au fait qu'elle raconte qu'elle a eu une vie antérieure en tant que soldat japonais, et lui, en faisant des recherches justement sur la réincarnation. Déjà, à notre époque, on prend un peu les gens pour des cinglés quand on parle de paranormal. Dites-vous que dans les années 70, je pense que c'était possiblement pire et qu'on devait prendre un petit peu ce professeur, donc qui avait des diplômes, etc., pour un illuminé à vouloir essayer de comprendre ce que racontaient tous ces enfants qui disaient avoir eu des vies antérieures et qui racontaient des histoires qui, lorsqu'on faisait des recherches, se confirmaient dans la plupart des faits donnés, à part certains faits qui, bien sûr, ne pouvaient pas avoir de preuves tangibles. On ne peut pas prouver à 100%, malheureusement, les faits et les dires de ces enfants. Cependant, c'était quand même un pourcentage énorme de ce qu'elle racontait et de ce qu'ont raconté d'autres enfants qui étaient vérifiables et approuvés, affirmés comme étant véridiques. Mais ça n'a pas empêché Ian Stevenson de continuer à faire des recherches et ça n'a pas empêché de son côté Matin de continuer à dire quelle était la réincarnation de ce cuisinier japonais, soldat dans l'armée japonaise. Et une partie de ça a fait qu'ils se sont rapprochés là-dessus. Le fait de se sentir expulsés, rejetés par leur communauté, en quelque sorte, la communauté scientifique pour un, la communauté birmane de l'autre. Ils se sont un peu retrouvés là-dessus. C'est lors de cette deuxième rencontre qu'elle va décider de partager avec Yann des détails un peu plus personnels la concernant. Elle va lui raconter, presque avec vantardise d'ailleurs, que à l'heure qu'il est, depuis que sa famille, tout ça a accepté, elle ne possède plus un seul vêtement féminin. Qu'elle est quelqu'un qui est devenu un peu plus insistante, plus sûre d'elle, qu'elle était plus affûtée, comme me dira plus tard Stevenson. Elle savait de quelle manière elle voulait se présenter aux autres. Matin lui a également révélé que si elle était née avec une tache de naissance au niveau de l'aine, c'est que cette tache brune et noire, qui a la taille de l'empreinte d'un pouce, eh bien, celle-ci a fini par disparaître. Selon Matin, cette tache, c'était la preuve, la trace qui restait de sa vie antérieure et du coup de feu qui, malheureusement, avait tué ce soldat japonais qui s'était pris une balle exactement à cet endroit fatal. La tache s'est estompée avec le temps, mais il y a quand même eu au fil des années des témoins qui ont confirmé qu'ils avaient bien vu que Matin avait bien une tache de naissance à cet endroit-là. Ils ont même décrit celle-ci, mais c'est fort possible que celle-ci se soit au fur et à mesure effacée. Et là, je vais parler pour moi-même également. J'ai une tache de naissance au niveau du nez qui, quand j'étais petite, se voyait beaucoup. Je vous rassure, c'était pas une grosse tache de naissance. C'était juste, je sais même pas. Je sais pas si vous connaissez les épingles à couture. Des moments, il y en a certaines avec une petite boule au bout. C'était à peu près cette taille-là qu'elle avait, ma petite tache de naissance rouge sur le nez, qui était très visible quand j'étais petite, et en grandissant et à l'heure actuelle, où je m'approche tranquillement de mes 40 ans, eh bien, elle est quasiment invisible. Donc c'est fort possible que ce soit le cas également pour elle, que cette tache de naissance qui était très visible quand elle était jeune, se soit estompée en grandissant. Ce n'est pas quelque chose de rare, ou alors moi aussi je suis quelqu'un de rare, je ne sais pas. Mais bon, revenons-en à la vidéo, ça sera plus simple. Donc Matin et Stevenson vont continuer à avoir comme ça plusieurs conversations où elle va aussi bien parler de sa vie antérieure que de sa vie actuelle, étant maintenant une femme acceptée, qui s'habille en homme, qui pense être un homme, qui pense avoir été la réincarnation, etc. Ils vont en discuter pendant des heures comme ça. Et elle va même essayer d'expliquer à Stevenson pourquoi l'âme de ce soldat spécifiquement avait décidé d'habiter le corps d'une femme. Selon sa théorie à Matin, c'est que dans sa propre vie au Japon, le soldat avait manqué de respect aux femmes. Et que en se réincarnant en une femme dans sa prochaine vie, le fait donc d'habiter un corps de femme, c'était comme une sorte de punition. Ce qui est pour Stevenson quelque chose d'assez poignant et assez troublant lorsqu'il pense à l'histoire de façon plus large de Matin et de ce qu'elle a raconté de l'histoire de ce soldat. Après ces deux entretiens, comme je vous disais, Stevenson qui fait les choses comme il devrait l'être, comme un bon scientifique, qui va explorer les anecdotes qu'il a recueillies auprès de Matin,
Il va même apprendre d'ailleurs pendant les conversations qu'il va avoir qu'un jour Mathilde aurait parlé une langue inhabituelle lorsqu'elle était enfant, mais qu'il ne savait pas à cette époque, lorsque ses parents lui ont parlé, il ne savait pas quelle langue c'était, il savait juste que c'était une langue qui n'était pas la leur. Et pour lui, ça lui a fait penser à une autre histoire similaire par rapport à ça, qui est le cas d'une femme qu'il avait connue en Virginie, qui s'était mise à parler allemand alors qu'elle ne connaissait pas du tout à la base cette langue. Mais lorsque celle-ci était hypnotisée, elle se mettait à parler allemand comme si tout cela était tout à fait normal. Et à ce moment-là, ça avait donné beaucoup de spéculations sur le fait que, possiblement, cette langue d'allemand qu'elle avait de façon si naturelle soit quelque chose qui aurait été transmis d'une de ses vies antérieures. Mais après, même s'il a été mis au courant de ce fait, celui-ci fait partie des faits quelque part que l'on ne peut pas vraiment prouver ou rechercher et dire que oui, ça s'est vraiment passé, alors qu'un avion, si elle le décrit, on peut vérifier que les avions à cette époque étaient bien faits comme ça, que les soldats japonais avaient bien un uniforme de telle façon. Tout ça, on peut le vérifier. Mais la langue inhabituelle qu'elle a parlée et que ses parents n'ont pas reconnue, malheureusement, ça reste... C'est une information qu'il faut prendre, puisque voilà, ça a existé dans d'autres cas. Mais après, on ne sait pas trop quoi en faire, en fait. Puisque tous ses proches, ils n'ont pas su qu'elle a dit, Mathilde, lorsqu'elle a prononcé ces mots étranges. Est-ce que c'était du japonais? Ils ne le savent même pas. Et puis, celle qui a raconté cette histoire à Stevenson, c'était tellement loin pour elle, en fait, qu'elle se souvenait même pas si elle-même elle avait entendu du japonais ou pas. Ses souvenirs n'étaient pas assez clairs. Donc, il a gardé quand même cette information, puisque comme je vous l'ai dit, cela lui a fait penser à un cas aussi possible de vie antérieure, donc ça reste dans son domaine de recherche du moment, et donc ça reste quelque chose qui dépeint ce qu'a vécu Mathilde. Et il va aussi évoquer d'autres choses dans ses rapports. Lorsqu'il a été la voir, par exemple, il va raconter que des fois, certaines réponses qu'il attendait de Mathilde à certaines de ses questions étaient plus dures à obtenir que d'autres. Des moments, lorsqu'il posait certaines questions, elle avait tendance à se cacher, à se blottir derrière une porte, ou même à se cacher sous une pile de vêtements. Il arrivait même qu'elle se mette à sangloter. Il a même remarqué que les jours nuageux ou pluvieux semblaient déclencher chez elle une sorte d'intériorité où elle se repliait sur elle-même. Et à ce moment-là, Mathilde avait plutôt tendance à partager avec Ian Stevenson ce qu'elle prétendait être des souvenirs de sa vie antérieure. Même si elle sentait aussi que, en prenant de l'âge, ses visions s'estompaient. Il a vu Mathilde clairement changer sous ses yeux lorsqu'elle parlait. Il a vu Mathilde, la jeune fille, et il a vu Mathilde, je ne sais pas comment expliquer, mais pas devenir quelqu'un d'autre, mais avoir un autre regard, une autre façon d'être lorsqu'elle évoquait son histoire en tant que soldat japonais. Il a été témoin de ce que racontait le père, que lorsqu'un avion passait, au départ, elle était terrorisée, et puis qu'en prenant de l'âge, en vieillissant, elle avait arrêté de courir et ne pleurait plus quand elle les entendait, et elle savait que maintenant il n'y avait plus rien à craindre. Elle qui au départ disait qu'elle n'aimait pas la nourriture de son pays, elle aimait pas son pays, il faisait trop chaud. Bien là c'est pareil, en vieillissant, la nourriture birmane ne va plus avoir un goût aussi étrange qu'avant. Et elle a même dit à Stevenson qu'elle avait commencé à manger normalement, c'est-à-dire à manger comme tout le monde en Birmanie en fait, et ne plus avoir des goûts assez spéciaux. Et elle ne souhaitait plus aussi rentrer chez elle comme elle l'évoquait avant au Japon. Même les souvenirs qu'elle avait de certains noms japonais vont commencer à s'estomper. Et il n'arrivait plus vraiment à récupérer assez de choses qui pouvaient être vérifiables. C'est comme si en fait les liens de Mathilde avec sa vie antérieure, maintenant qu'elle avait un peu plus de la vingtaine, s'effaçaient, lui glissaient entre les doigts. Et Stevenson, ça lui échappait aussi puisqu'il ne pouvait rien faire face à ça. La nouvelle Mathilde qu'il avait en face de lui à ce moment-là semblait avoir une double douleur. La douleur de cette vie passée et de la façon dont elle est morte, mais aussi la douleur d'oublier ce que pendant des années elle pouvait raconter sans aucun souci, sans aucun problème de mémoire. Ça, c'est une chose aussi qui est assez commune et qu'il va remarquer, c'est que à partir d'un certain âge, malheureusement, ces enfants qui racontent avoir une vie antérieure
vont oublier tout cela. Lorsque les parents vont leur raconter plus tard qu'ils ont raconté qu'ils étaient un homme, une femme qui a vécu ci ou ça, ils ne se souviendront même pas qu'ils ont évoqué ça. Ce qui est étonnant dans cette histoire-là, c'est que quand même, lorsqu'il va la rencontrer pour la première fois, elle a quand même 19 ans et elle se souvient encore parfaitement. Généralement, dans les histoires de réincarnation, on a plus souvent, quand ce sont des enfants, affaire à des enfants qui, assez rapidement, et on dit souvent que c'est lorsque justement ils font face à la société et qu'on commence à avoir les carcans de la société, tout ça autour d'eux, qui va leur faire un petit peu automatiquement oublier ces souvenirs qu'ils avaient. C'est étonnant, elle, qu'elle les ait quand même gardés assez longtemps, même si ceux-ci, comme je viens de vous le dire, ont quand même finalement fini par s'estomper au fil du temps. Dans ses recherches, Ian Stevenson a bien sûr essayé de retrouver des informations sur le soldat japonais dont Matin disait être la réincarnation. Elle lui avait donné le nom exact du soldat, qui n'a pas été donné, ou du moins moi je ne l'ai pas trouvé, j'ai peut-être mal cherché, je ne sais pas, ça reste possible. Et Stevenson, pour pouvoir prouver que ce qu'elle disait était véridique, il va parcourir le monde pour aller vérifier les archives, chercher au niveau des morts, les circonstances, s'il y avait quelque chose qui collait, s'il y avait bien un mort du nom qu'elle avait donné, d'une balle au niveau de l'aine, de Birmanie, etc. D'ailleurs, il a passé au peigne fin le plus d'archives possible qu'il a pu concernant la Seconde Guerre mondiale. Et des moments, il allait même jusqu'à soudoyer les bureaucrates en donnant des chemises de fabrication américaines qui étaient très recherchées à ce moment-là. Au final, on ne sait pas vraiment s'il a trouvé, du moins je ne l'ai pas clairement lu, s'il avait trouvé le nom de ce fameux soldat. Il avait aussi fait des recherches sur une autre piste qui était l'avion, puisque Matin lui avait dit et fait une description très claire de l'avion qui avait donc tiré sur le soldat. Seulement, on ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'un avion britannique ou américain. Elle arrivait à voir les marques qu'il y avait sur l'avion. Et Stevenson va essayer avec les données qu'il avait, de justement comparer avec les archives militaires de l'époque pour voir à quel avion ça pourrait correspondre. Et là encore, on n'a pas plus de précision si il a réussi à prouver ou pas. Là où ça a été plus précis, c'est pas ce qui concerne Matin, mais c'est ce qu'il va apprendre par rapport à sa mère. C'est une série de rêves que la mère de Matin a fait, donc Dao Hai Tin. Elle avait fait ses rêves 23 ans plus tôt. Et à ce moment-là, elle était enceinte de Matin. Elle se souvient que une fois par semaine, celle-ci faisait le même rêve. Elle rêvait d'un soldat japonais. C'était un soldat trapu, torse nu, avec un pantalon court, qui lui faisait penser à un cuisinier de l'armée qu'elle avait rencontré pendant l'occupation japonaise dans la Seconde Guerre mondiale. Dans ses rêves, ce soldat disait qu'il resterait avec eux, mais elle semblait comme le fuir. Stevenson va penser, en se rappelant cette histoire, qu'il avait déjà précédemment retracé une croyance qui disait que dans les cultures orientales, la réincarnation souvent était préfigurée par des rêves dans lesquels une personne décédée pouvait apparaître au rêveur et lui annoncer son intention de renaître sous la forme d'un enfant de la famille du rêveur. Donc en gros, de prévenir sa réincarnation et son arrivée dans la famille. Et apparemment, c'est ce qui se serait arrivé avec la mère de Matin. Le soldat aurait en quelque sorte prévenu Do qu'il allait rester auprès d'eux et que son âme allait en partie aller dans la future Matin qui va naître quelques semaines plus tard. Et c'est en reprenant ce que lui avait raconté donc la mère de Matin qui va se souvenir que lors d'une séance qu'il avait eue avec celle-ci, lorsque ils avaient évoqué tous les deux comment était mort ce fameux soldat, Matin avait à un moment évoqué un nouveau détail qu'elle n'avait pas évoqué précédemment. Elle va dire à Stevenson que ce cuisinier de l'armée avait enlevé sa chemise et qu'il portait un pantalon court avec une large ceinture. Or, là, il va mettre en parallèle les rêves de la mère de Matin et ce qu'elle dit de l'homme, qu'elle dit être la réincarnation, et il va se rendre compte que l'homme que décrit Matin correspond exactement à l'homme qui est apparu plusieurs fois dans les rêves de sa mère, Do. Et c'est la même vision, toutes les deux, qu'ils avaient au moment de la mort de celui-ci. Donc en assemblant à droite à gauche comme ça tous ces faits et d'autres choses encore, puisque je vous dis, il y a beaucoup de choses concernant ce cas,
Ça en fait un cas, parmi tant d'autres, il n'est pas le seul, qui est, on va dire, le plus troublant par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qu'elle n'est pas la seule. Comme vous l'aurez compris, même sa mère décrit le même personnage qui serait venu dans ses rêves. Il y a des choses qui ont été vérifiées, etc. Le cas de Matin et de l'étude de Ian Stevenson pour rechercher si ces faits étaient corrects ou non, si ce qu'elle racontait était exact, avec tout ce qui a été trouvé, reste quand même l'un des cas qui tenterait à prouver que la réincarnation serait bien possible. Et comme je vous dis, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, Ian Stevenson, même s'il passait peut-être pour quelqu'un d'un peu insolite dans sa profession, c'était quelqu'un qui était méthodique dans ses recherches et qui n'allait pas à une conclusion facile. Donc si, lorsqu'il a fait ses recherches, il a pu confirmer la majorité des affirmations données par Matin, c'est que quelque part lui aussi a plutôt tendance à ce qu'elle a raconté et ce qu'elle dit avoir vécu dans sa vie antérieure, les fameux souvenirs qu'elle avait lorsque elle était encore dans son ancienne vie, ce fameux soldat japonais cuisinier pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ce serait peut-être bien possible que cette âme de ce soldat se soit plus tard réincarnée et partager un petit peu la vie de Matin avant de tout doucement s'effacer. En tout cas, lui, là-dessus, il a plutôt vraiment tendance à croire véridique l'histoire de Matin et ne pas croire qu'elle a inventé tout cela. Et même le fait d'avoir parlé à sa famille, à ses amis, etc., ça va lui conforter cette idée, puisque ils vont évoquer avec lui les fameux, comme je vous dis, commentaires qu'elle faisait sur le Japon, qu'elle voulait rentrer chez elle, qu'elle aimait pas la nourriture, etc. Tout ça, mis bout à bout, a fait que Stevenson a commencé à prendre vraiment très au sérieux cette histoire et le fait que Matin serait bien possiblement la réincarnation de ce soldat japonais. Il va même essayer avec elle d'ailleurs ce qu'on appelle le test du dessin de Goodnow-Harris. C'est un outil apparemment qui est utilisé pour mesurer l'intelligence des enfants, mais lui il l'a utilisé pour savoir ce qui se passait quand, en utilisant une version un peu plus large de ce test, on donnait la liberté à Matin de se dessiner elle-même. Et lorsqu'elle a fait ce test, Matin va dessiner 2 personnages, alors qu'il lui avait demandé de se dessiner elle-même. Donc en toute logique, elle aurait dû faire une seule personne. Mais non, elle avait fait 2 personnages. Et ces 2 personnages, elle en a fait des hommes. Donc d'après ce qu'elle dessine d'elle-même, ça suggère que elle a un sentiment d'exister en tant que 2 personnes, du moins au moment où elle a fait ce dessin. Et autant, vu ce qu'elle a raconté, on peut comprendre qu'elle ait dessiné l'homme, puisque le soldat était un homme. Mais même aujourd'hui, dans la vie au moment du dessin, bien sûr, elle se considérait encore elle-même plutôt masculine. Ce qui est étrange. Déjà, c'est étrange quand on demande de se dessiner en 2 personnes différentes, et encore plus de dessiner, oui, le personnage de ta vie antérieure qui ferait encore partie de toi, mais de te dessiner d'un autre genre que tu ne l'es en réalité. Mais là-dessus, Stevenson, il n'a pas vraiment été étonné quelque part, puisque au vu de ce qu'il savait de Matin, au récit qu'il avait entendu, le temps qu'il a passé avec lui à parler, à l'entendre répondre à ses questions, à voir son caractère, etc. Au final, oui, c'était assez cohérent. Elle agissait plutôt vraiment comme un homme, donc qu'elle se sente plutôt masculine, eh bien, c'était pas vraiment étrange. En tout cas, par rapport à ce que lui savait maintenant. D'ailleurs, il a même remarqué une chose, c'est que normalement, elle devait être droitière, je crois. Mais lorsqu'il lui a demandé de faire ce fameux test du dessin, elle a utilisé sa main gauche. Or, elle avait raconté à Ian Stevenson que le soldat japonais était gaucher. Après, en tant que scientifique, oui, chaque détail intriguant qu'il rencontrait, il pouvait trouver une explication scientifique ou qui allait dans le bon sens. Même lorsque des détails vont concorder entre les visions et ce que racontait Matin et l'histoire locale, comme ce fameux acacia, là où le soldat serait mort qui se trouvait à 75 mètres de la maison, on peut se dire que Matin aurait théoriquement pu entendre qu'une telle histoire s'était passée et que ça se soit intégré avec elle et qu'en étant plus âgée, eh bien inconsciemment elle est enregistrée et ressortie, on ne sait comment. Mais même en réfléchissant comme ça, quelque part, ce n'est pas une preuve non plus. Ce que je veux dire, c'est ok, on peut penser ça effectivement,
qu'elle l'a entendu et enregistré et qu'elle a ressorti cette histoire. Mais il n'y a rien qui le prouve, donc ça vaut autant que le fait qu'on peut croire à ce qu'elle dit. Dans les deux cas, quelque part, on a peut-être même plus de preuves par rapport à ce qu'elle dit. Apparemment, du moins Stevenson aurait pu affirmer pas mal de choses de ce qu'elle a raconté par rapport à se dire que c'est juste une histoire qu'elle aura entendue. Elle a quand même donné pas mal de détails assez précis pour juste une histoire entendue comme ça et qu'elle aurait enregistrée inconsciemment pour la ressortir et en faire une histoire à sa sauce. Donc après toutes ces recherches, Stevenson, il a voulu en savoir un peu plus sur Matin maintenant, puisque certes, il y avait certaines affirmations qu'il avait pu prouver, d'autres malheureusement qu'il n'avait pas pu prouver, certaines n'ont même pas pu être réfutées ou quoi que ce soit. C'est ça le problème, hein. On n'a pas tout toujours écrit malheureusement. Au moins Matin, elle savait que depuis qu'elle l'avait rencontrée, elle était tranquille, elle était soulagée d'avoir pu raconter son histoire et se sentir moins entre guillemets bête de foire et puis surtout harcelée à devenir ce qu'elle ne voulait pas être, ce qui lui a permis à elle d'avoir une meilleure vie puisqu'elle a pu s'habiller en homme comme elle le désirait. Donc quelque part, pour Matin, cette visite de Stevenson a été plutôt positive, même si elle n'était pas quelqu'un qui aimait partager, qui n'était pas très sociable, etc. Le fait d'avoir accepté rien que Ian Stevenson qui vienne lui poser des questions, ça a permis pas mal de choses de positives dans sa vie. Après, si on se met hors Ian Stevenson du point de vue des croyants en la réincarnation, lorsque l'on observe certains aspects de la vie de Matin, notamment la revendication de son identité japonaise qu'elle a fait dès l'enfance, et les détails qui se chevauchent entre ces fameuses visions qu'elle a de son ancienne vie et les rêves qu'a fait sa mère donc de façon récurrente pendant qu'elle était enceinte, c'est plus qu'une simple coïncidence lorsque l'on croit à la réincarnation. Après, si on se met du côté un peu plus sceptique, on est plutôt à supposer que, dans l'enfance de Matin, on a eu d'autres histoires de Birmans qui prétendaient être la réincarnation de soldats japonais et que cela, quelque part, s'est infiltré comme ça inconsciemment dans la conscience des enfants, tout simplement, à force d'avoir entendu leur histoire, qu'il y a eu l'occupation japonaise, etc. Ils se sont crus des réincarnations, mais ils n'en étaient pas. Et donc les sceptiques vont plus aller vers ce côté-là en pensant que Matin n'est juste qu'une autre de ses enfants qui pense être une réincarnation mais qui ne l'est pas et qu'elle n'a pas vécu cette double réalité comme elle le dit. Seulement, voilà, dans les deux cas, apparemment Stevenson dit qu'il aurait plus de preuves qui pencherait à croire que Matin disait bien la vérité, qu'elle avait bien une sorte de double identité. Après, à vous de voir si vous êtes du côté des croyants à la réincarnation ou du côté des sceptiques. De toute façon, ça ne changera pas la vie de Ian Stevenson, ni celle de Matin. Le plus important, c'est déjà que eux deux se soient trouvés, que ça ait soulagé cette jeune fille. Et Stevenson, de toute façon, croyait sincèrement au fait de cette renaissance, de cette réincarnation, et que Matin était bien une de ses enfants qui avait vécu cette expérience. Est-ce que le fait de vouloir tous les deux profondément y croire ait été dérangeant? Je ne pense pas plus que cela. Moi, j'aurais plutôt tendance par rapport à si les dires de Stevenson sont vrais et qu'il a pu affirmer certaines choses, en effet, à penser que le cas de Matin est un cas assez troublant. Après toute son enquête, ses rapports, etc., Stevenson va essayer d'avoir des nouvelles de Matin, savoir ce qu'elle était devenue, puisque après sa deuxième rencontre, il n'a plus jamais eu l'occasion d'aller la rencontrer. Et lorsqu'il a voulu essayer de renouer avec elle, puisqu'il s'entendait bien avec elle, donc il aurait bien voulu avoir de ses nouvelles, il va essayer en 1981 d'avoir de ses nouvelles. Et il va en parler à son associé, Hu Win Mong, qui va pour lui retourner au village où il avait eu ces fameux 2 entretiens avec Matin. Son associé va envoyer un rapport donc en Virginie à Ian et il va lui annoncer que apparemment Matin aurait disparu. L'enquête qu'aurait fait Stevenson la concernant, ça aurait fait, oui, du positif, mais ça aurait fait également précipiter son départ et des événements locaux apparemment se seraient passés. Quand leur ancien formateur, lui, il avait déménagé, donc il pouvait pas avoir de nouvelles par rapport à lui.
La piste que l'associé a pu trouver, apparemment, ce serait, selon les derniers rapports, que Mathilde n'aurait pas disparu dans le sens serait morte ou quoi, c'est que, à ce moment-là, probablement qu'elle utiliserait un prénom masculin qui serait Mangtin, qu'elle avait toujours ses cheveux courts et qu'elle porterait des chemises d'homme et qu'elle avait même une petite amie. Elle pouvait vivre maintenant dans le genre qu'elle pensait être celui qu'elle était au fond d'elle-même en fait. Après, l'associé apparemment en dernier aurait pu rencontrer certains proches qui auraient déclaré donc que maintenant Mangtin, donc homme, aurait voulu s'engager dans l'armée, ce qui lui permettrait ainsi de se rapprocher de cette fameuse vie antérieure qui, avec le temps, il aurait oublié, cette vie militaire, et il croyait vraiment porter en lui cette vie et donc il voulait se rapprocher un peu plus de ses souvenirs qu'il n'avait plus. Oui, je dis il, puisque comme vous l'aurez compris maintenant, il se fait appeler sous le nom masculin, comme je l'ai dit, de Mangtin, donc le respect voudrait que j'utilise le il plutôt que le elle qui était utilisé avant. Il a décidé de changer d'identité, donc respectons le choix qu'il a eu. Mais depuis, nous n'avons plus de nouvelles, donc maintenant ça fait bien longtemps. S'il est toujours vivant, c'est possible, hein. Je dis pas le contraire, hein. Ça fait un peu plus d'une quarantaine d'années, il y en avait un peu plus d'une vingtaine, donc c'est tout à fait plausible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 1981, en fait, et ces petits indices sporadiques trouvés à droite à gauche pour avoir un petit peu des nouvelles et l'évolution de Mathilde, eh bien, on n'a plus de nouvelles du tout. Donc, espérons qu'il a eu la vie qu'il voulait. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, hein. Au final, vous avez vu que me laissant partir comme ça à parler, ça fait une vidéo un peu plus longue. Mais je ne peux pas m'empêcher, voilà, j'essaie toujours de vous dire le plus que je peux. Après, il aurait fallu que je fasse je ne sais combien de vidéos si je voulais vraiment rentrer encore plus dans les détails. Et je pense que c'est pas trop votre truc d'écouter 3 ou 4 vidéos sur le même sujet. Donc j'espère quand même que vous avez à peu près compris ce qu'il était de cette histoire de Mathilde. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est si on a envie de croire à cette histoire de réincarnation, ce serait que en fait le passé ne s'effacerait jamais totalement et que chez certains d'entre nous, et peut-être chez nous tous, mais nous ne développons pas cette capacité de la même manière pour tous, il sommeillerait en nous. Donc nous aurions ces vies antérieures qui seraient en nous, mais certains s'en souviendraient et d'autres non. Et certains vont même façonner nos choix, certains de façon, s'ils savaient leur vie antérieure, donc ils vont savoir pourquoi ils ont fait tel choix, et d'autres, c'est sans le vouloir, ils vont apprendre plus tard qu'ils étaient la réincarnation par exemple d'un musicien, et bizarrement dans cette vie-là ils sont attirés par la musique. Voilà, un exemple. Même si on dit souvent que c'est pas le passé qui dit ce que nous sommes, c'est nous qui choisissons donc d'aller de l'avant et qu'on choisit ce que l'on veut être. Si on croit à cette théorie de la réincarnation et que on est bien deux, c'est-à-dire une partie le corps et une grosse partie qui serait notre âme, sachant que celle-ci n'a pas de forme, pas de nom, et bien lors de ces réincarnations, peut-être que en fait ce passé sans le vouloir dicterait bien qui nous allons être, que ce serait pas juste un simple transfert de mémoire, mais peut-être que à chaque fois que nous mourrons, nous avons encore une chance, une nouvelle opportunité de réécrire une autre histoire, et que comme je vous le disais, certains s'en souviennent et d'autres non. Au final, par rapport à ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, est-ce qu'on peut vraiment dire qui était vraiment Mathilde ? Est-ce que elle s'est inventée tout ça ? Est-ce qu'elle racontait la vérité ? Est-ce que c'était une simple jeune fille de Birmanie qui voulait faire parler d'elle ? Ou est-ce qu'elle a vraiment été à la fois jeune fille birmane et en même temps de sa vie antérieure l'ombre de ce fameux soldat japonais qui aurait décidé de revenir en passant par elle, avoir une seconde chance dans la vie ? C'est difficile, c'est, comme je me répète encore une fois, c'est un des cas de réincarnation qui est assez étrange et assez crédible au final. Donc oui, il est possible de se dire que peut-être au final, à notre mort, l'âme ne disparaît pas vraiment. Peut-être que certains destins sont peut-être trop lourds à porter et que l'on doit s'éteindre pour avoir une nouvelle chance de vivre cela autrement. Est-ce que l'on aura des souvenirs de ces vies passées ? Là encore, nous ne le savons pas.
Mais apparemment, la plupart du temps, cette réincarnation, elle est plutôt vue comme une sorte de seconde chance, une sorte de pont entre différentes existences. Encore aujourd'hui, ça reste un mystère, cette histoire de réincarnation, et ça l'a été depuis plusieurs années, même selon les cultures. Il y en a qui croient à la réincarnation, il y en a qui n'y croient pas. Il n'y a pas vraiment de réelle réponse possible à la question qu'est-ce qu'il se passe après la mort. Il y en a qui vont affirmer qu'ils se souviennent d'une vie antérieure, d'autres ne vont pas s'en souvenir, certains vont penser à un nom qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont en tête alors qu'ils ne connaissent pas la personne, d'autres sentent qu'ils ont un destin, qu'ils doivent être ceci ou cela sans savoir pourquoi. Ce sont toujours des histoires qui sont assez troublantes et qui font se questionner sur une possibilité de l'âme de voyager de vie en vie, peut-être. Et est-ce qu'au final, on n'est pas la somme de toutes ces existences passées et cumulées qui fait ce que l'on est aujourd'hui? Ou est-ce que, à chaque fois que l'on a donc une renaissance, que notre âme vient dans un autre corps, est-ce que malgré tous les souvenirs que l'on a, qu'on s'en souvienne ou qu'on s'en souvienne pas, on peut encore se réinventer et faire sa propre vie sans être, de façon consciente ou inconsciente, être guidé par nos vies passées? Ça, c'est une des questions aussi qui peut se poser. Après l'histoire de la réincarnation, on peut poser des questions et beaucoup de questions qui feraient beaucoup trop pour une seule vidéo. En tout cas, si vous avez des avis sur la question, si vous voulez réagir par rapport à ce qui est dit dans cette vidéo, si tout simplement sur la réincarnation de façon générale, si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas, bien, je veux bien voir votre avis dans les commentaires. Est-ce que déjà aussi cette nouvelle playlist de vidéos donc sur les réincarnations vous intéresse-t-elle également? Ça m'intéresserait. Et en tout cas, si vous aimez ce qu'il y a sur cette chaîne, vous savez aussi que vous pouvez vous abonner, me laisser le petit like des familles. Et surtout, lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Cela fait plaisir. J'aimerais que vous soyez un peu plus nombreux à montrer votre présence. Ça me ferait plaisir de vous connaître. Mais bon, aujourd'hui, pour cette longue vidéo, plus longue que d'habitude, je vous l'accorde, il va être temps pour moi de fermer le livre que je viens tout nouvellement d'inaugurer concernant les réincarnations et de le ranger sur cette toute nouvelle étagère de la bibliothèque. Et également, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye!